ville du sud-est de la France, préfecture du département du Gard. Située entre la mer Méditerranée et les montagnes des Cévennes, la ville est peuplée d'environ 150 000 habitants. Le site le plus célèbre, et emblème de la ville, est sans aucun doute les arènes romaines. C'est par là que nous débuterons notre circuit. Construit à la fin du 1er siècle, l'amphithéâtre compte parmi les plus grands de la Gaule romaine. Il forme une ellipse de 133 mètres de long pour 101 de large. À l'intérieur, plus de 20 000 spectateurs pouvaient assister au spectacle. Le matin, ils assistaient au combat d'animaux. À midi, les condamnés à mort étaient livrés aux bêtes sauvages, et l'après-midi était consacré au combat de gladiateurs. Un système d'escaliers et de couloirs permettait à chacun d'atteindre ou de quitter facilement sa place. Les spectateurs se plaçaient en fonction de leur rang social, et étaient protégés du soleil par un vélum. Les arènes sont composées de 120 arcades réparties sur 2 niveaux. La façade culmine à 21 mètres. La construction de l'amphithéâtre se termine au début du IIe siècle. Nîmes s'appelle alors Colonia Augusta Nemosu, en l'honneur d'Auguste, fils de Jules César. Les derniers rangs nous donneront une perspective intéressante pour repérer les prochaines étapes de notre circuit urbain, avec en ligne de mire la Tourmagne, point culminant de la ville. Aujourd'hui, les arènes ne sont pas un simple monument historique, elles vivent toujours et accueillent régulièrement, par exemple, des grands concerts. Mais la raison de vivre de ce site reste chaque année les corridas. Si ces dernières ne sont pas au goût de tous, pourtant, la feria, elle, est l'occasion d'une grande fête publique. Il est maintenant temps de quitter les arènes et remonter le boulevard Victor Hugo pour nous rendre à la seconde étape de notre parcours. La Maison Carrée était un temple situé au centre du forum de la cité antique, c'est-à-dire de la place où s'organisait la vie publique. Il était dédié à Callius et Lucius César, les petits-fils adoptifs de l'empereur Auguste. C'est aujourd'hui le seul temple du monde antique entièrement conservé. La Maison Carrée est entourée d'une colonnade, élevée sur un podium, et marquée dans son architecture classique par une influence grecque. Aujourd'hui, dans ce monument, il est possible de visionner un film en 3D relief sur l'histoire de la ville. En sortant de la Maison Carrée, juste en face, on remonte à la rue Auguste, pour arriver au square Antonin, et sa statue érigée dans les années 60, pour honorer le fils d'Adrien. Face au square, on longera ensuite les quais de la Fontaine. On arrive au jardin de la Fontaine. Il s'agit du premier jardin public réalisé en France, entre 1738 et 1755. Il est situé au pied du mont Cavalier et reçoit les eaux de la Gaue. Le jardin, structuré autour de l'eau, de la pierre et des arbres, est à l'emplacement d'une source sacrée de l'époque antique. À proximité du grand bassin, se trouve le temple de Diane, qui date du IIe siècle. Il était encore entier au milieu du XVIe siècle et fut transformé en église. Puis, les guerres de religion et les rivalités finiront par causer son délabrement.
Il constitue néanmoins le seul monument conservé dédié au culte impérial et aux loisirs autour de la source sacrée. Il est maintenant temps de gravir la colline pour visiter la tour Magne. La tour est un vestige de l'enceinte antique augustéenne. Elle se dresse sur le plus haut point de la ville. Elle domine toute la plaine. Sa construction remonterait à environ 15 avant Jésus-Christ. À l'origine, c'est une tour ovale, en pierre sèche qui deviendra octogonale, en prenant progressivement de la hauteur. En doublant sa hauteur, Auguste marque le nouveau pouvoir de la colonie sur le territoire des Volsques. Aujourd'hui, le dernier étage a disparu et elle s'élève à 32 mètres. Par la suite, la tour continuera à jouer un rôle militaire important, notamment comme point d'observation des Anglais lors de la guerre de Cent Ans au XIVe siècle. Elle constitue un point de vue permettant d'apercevoir le mont Ventoux, les Alpilles, les Cévennes, le mont Aigoual, le pic Saint-Loup et la plaine du Vistre, sans oublier la garrigue avoisinante. On pourra découvrir, sur une grande table d'orientation, la ville telle qu'elle était à l'époque romaine. En redescendant la colline, on fera un détour par le Castellum Divisorium. Il s'agit d'un bassin de distribution d'eau, arrivant du Zez via le pont du Gard. C'est un témoin unique du génie des ingénieurs romains. Il est le seul du monde antique à avoir conservé l'intégralité de son socle, percé de bouches. De chaque trou partaient des tuyaux de plomb, qui alimentaient en eau les fontaines et monuments de la ville. La porte d'Auguste, plus à l'est, est une des portes principales de la ville de l'époque romaine. Elle s'ouvrait sur la voie domitienne et faisait partie des remparts. Ailleurs, la porte que l'on appelle aujourd'hui « Porte de France » date aussi de l'Antiquité. Elle était, à cette époque, flanquée de 2 tours semi-circulaires. Mais la ville de Nîmes ne se résume pas à ses vestiges archéologiques. La confrontation avec l'époque moderne est parfois frappante. La ville a fait appel à des architectes contemporains pour réaliser certains bâtiments. Sur l'esplanade, la fontaine Pradier est une fontaine monumentale en marbre. La statue principale porte comme couronne les monuments romains symboles de la ville. Le palais de justice est un imposant monument néoclassique édifié de 1836 à 1846 par l'architecte Gaston Bourdon. L'ancien fort d'Ivauban est de la fin du XVIIe siècle. Il fut construit pour prévenir des menaces venant de l'intérieur même du pays, c'est-à-dire en ce temps-là, les protestants. L'hypercentre de la ville est un secteur sauvegardé. On y découvre des bâtiments et des petites places, allant de l'époque médiévale au bouleversement haussmannien. La tour de l'horloge a été réédifiée à l'emplacement de l'ancien beffroi de l'hôtel de ville en 1752. Cette tour de 30 mètres de haut est surmontée d'un campanile en fer forgé et abrite une cloche. On peut visiter divers musées, d'art classique ou moderne, d'archéologie bien sûr, mais on notera surtout le remarquable muséum. Les édifices religieux sont nombreux, au premier rang desquels la cathédrale Notre-Dame et Saint-Castor. La frise supérieure qui orne sa façade est considérée comme une œuvre majeure de la sculpture romane du sud de la France. Cet édifice roman du XIIe siècle était flanqué d'une tour massive d'environ 40 mètres et a subi les assauts des guerres de religion. L'église a été reconstruite à 2 reprises au XVIIe. L'intérieur a été entièrement remanié à la fin du XIXe.
Elle est élevée au rang de basilique depuis 1882. On dénombrera 12 autres lieux de culte chrétien dans la ville. De tradition catholique pour la plupart, on trouve également des églises réformées, qui témoignent bien du passé tumultueux de la cité. C'est ainsi que s'achève ce trek urbain. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode, très rapidement. À bientôt.